Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Alors, il y a un autre aspect, disons, dans la réglementation mise en place récemment par les pouvoirs publics, c'est celle qui concerne ce qu'on appelle l'obligation d'investir. Donc on vous a imposé, disons, de produire dans les 3 ans un certain nombre d'articles ou de pièces ou de services, etc. Alors, est-ce que de votre point de vue, c'est une chose souhaitable? Est-ce que c'est possible? Comment est-ce que vous analysez cette... Écoutez, moi je pense que c'est compréhensible. Ce n'est pas à moi de donner des leçons aux politiciens algériens, mais il me paraît évident qu'à partir du moment où vous avez tellement d'importations et que l'Algérie est tellement tributaire des matières premières pour ses exportations, je comprends parfaitement qu'on ait envie d'augmenter la capacité de production en Algérie et qu'on veuille susciter des vocations d'entrepreneuriat et des vocations de production. Et donc, je comprends parfaitement que le gouvernement se dise il y a une série de pays et d'usines qui profitent de la manne pétrolière pour importer des produits sans qu'ils investissent dans l'économie algérienne. Ils en retirent un avantage, mais n'investissent pas. Donc je comprends parfaitement, et tout à fait légitime, que le gouvernement dise si vous voulez pouvoir profiter de la manne du marché algérien, il faut que vous-même vous investissiez. Alors, je trouve que l'intention est tout à fait compréhensible et acceptable, c'est-à-dire si vous voulez importer, il faut que vous produisiez. Le problème qu'il y a, c'est que ça a été une profession de foi. Elle a été dans la loi de financement 2014. Et il y avait une période d'adaptation de 3 ans. Maintenant, ce qu'il faut, évidemment, c'est qu'on puisse savoir... On a écrit la tête de chapitre. Maintenant, il faut écrire l'article. Il faut qu'on sache précisément ce que ça induit. Est-ce qu'on parle d'une production par entité juridique ou est-ce on peut en parler au niveau du groupe? Si on en parle au niveau du groupe, le groupe Cévital, auquel nous appartenons, est particulièrement bien placé puisque le groupe Cévital est dans la production. Donc ça, c'est déjà un élément, y compris dans une production qui est très très proche de l'automobile, puisque nous avons une usine de verre à Blida. On pourrait très bien se lancer dans la production de pare-brise, pourquoi pas. Nous avons également une usine qui fait des remorques. Donc nous sommes dans des secteurs qui touchent de très très près l'industrie automobile. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir jusqu'à quel niveau de taux d'intégration il faut aller pour être considéré comme un produit... Donc, je dis, il y a plein d'éléments. Monsieur Virandil, vous êtes depuis quelques années en Algérie maintenant, vous connaissez un petit peu, cette contrainte, elle va s'appliquer sur le constructeur étranger, enfin, entre guillemets, qui est partenaire de l'importateur en Algérie. On va demander à Hyundai, en tant que tel, d'investir en Algérie. Il faut s'attendre à ça, quand même. Nous avons, bien sûr, demandé à Hyundai de le faire, mais vous comprenez que ce n'est pas quelque chose qui se décide du jour au lendemain. Donc, nous sommes en discussion avec eux. Est-ce que vous n'allez pas prendre quand même, parce que la question que je voulais poser, Hassan m'a précédé, c'était qu'en 2014, on a fait un peu le tour de l'évolution du marché, pour Hyundai y compris. L'événement majeur, c'est quand même l'arrivée d'une production algérienne. Enfin, le taux d'intégration, on ne le connaît pas vraiment, on sait qu'il est très faible, mais s'il y a un événement important sur le marché automobile en 2014, c'est Renault-Oran. Bien sûr, ça c'est évidemment fondamental, c'est qu'ils ont pris là une décision courageuse et que je salue, ils ont décidé, nous allons avoir une usine de production. Mais il y en a d'autres qui ont suivi. Comment vous l'intégrez dans votre lecture stratégique, vous, sur l'évolution du marché? Il peut y avoir un effet d'éviction sur le crédit à la consommation. Ça peut accentuer le gap. Bien sûr, ça va bien sûr accentuer le gap. Il est clair qu'à partir du moment où il est probable que l'on va faciliter le crédit à la consommation sur les produits qui sont produits made in Algérie, il est clair que ça risque d'avoir une incidence sur les volumes que nous allons réaliser, bien sûr. Donc il va peut-être falloir passer d'une politique de marge sur volume, donc de prendre moins de marge, ce qu'on faisait cette année-ci, prendre moins de marge mais vendre plus, à une situation où on va prendre plus de marge et vendre moins. Et peut-être même se contenter de vendre des produits plus haut de gamme. C'est toute la problématique, je vous ai dit, du positionnement. Moi, je me rappelle qu'en Europe, à une certaine époque, il y avait eu des contingentements sur les produits japonais. À partir du moment où ces contingentements étaient faits en quantité et pas en valeur,
Il était beaucoup plus intéressant, évidemment, puisqu'on disait, vous pouvez importer maximum, je dis n'importe quoi, 1000 ou 2000 voitures japonaises, mais il vaut mieux importer des voitures japonaises chères, sur lesquelles les marges sont plus importantes, que des voitures japonaises de bon marché, sur lesquelles les marges sont faibles. Donc tout va dépendre de la manière dont l'environnement législatif va se présenter. Et là, vous pensez que vous n'avez pas assez de recul pour prendre des décisions, pour vous orienter sur comment ça va évoluer? Écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, quand je lis ces différentes cahiers de charges, réglementations et autres, ce sont en général de belles lettres d'intention, mais les modalités pratiques d'application ne sont pas encore très très claires. C'est pour ça que nous demandons un moratoire. Nous demandons un moratoire, pas parce qu'on a envie de contrer ces législations. Je vous dis, elles sont fondamentalement, elles vont sanifier le marché. Elles vont faire que les acteurs du marché vont être des acteurs professionnels et responsables. Donc ça me paraît, quand nous le sommes, eh bien, on voudrait bien que tout le monde le soit, et donc on l'appelle de nos voeux. Et autour de la table des représentants de ces deux A, il y a une forme d'unanimité par rapport à ça. Mais la seule chose où il y a aussi unanimité, c'est qu'on dit, écoutez, il faut être raisonnable, et quand on fait ça, il faut laisser un certain temps d'adaptation. Je prends l'exemple d'un élément qui nous fait peur pour le moment, ce sont ces nouvelles normes de sécurité qu'on veut imposer. C'est évident qu'en Algérie, il y a beaucoup trop de morts sur la route compte tenu du parc de voitures qui circulent. Ça, c'est une évidence. On peut dire aussi compte tenu des conducteurs qui sont derrière le volant, qui ne sont pas très sûr. disciplinés aussi. Alors, c'est évident qu'il n'y a pas, évidemment, c'est pas uniquement en mettant des airbags qu'on va solutionner le problème. C'est un des éléments, c'est celui qui est le plus facile, et en plus, c'est celui aussi qui est le meilleur prétexte pour pouvoir essayer de réfréner un peu les importations ou augmenter le coût de production des produits. Et quand vous augmentez le coût de production du produit, on est dans quand même un marché un peu économique, ça va diminuer le volume de vente. Donc tout ce qu'on peut mettre comme critère de sécurité en plus, ça fait monter le prix du véhicule, et ça va avoir une incidence négative sur le volume de vente qu'on peut réaliser. Enfin, il n'empêche que, globalement, ça n'est pas une mauvaise chose d'augmenter les aspects sécuritaires sur le produit. Ça doit être lié évidemment à plus de contrôle répressif sur le comportement des consommateurs, des conducteurs. Ça doit être lié à une amélioration de l'infrastructure routière. Il y a d'autres éléments qui jouent que celui-là. Vous êtes d'accord pour introduire donc cette norme de sécurité plus rigoureuse et plus sévère, mais vous demandez plus de temps pour les appliquer. Nous avons clairement demandé une période de 9 mois. On considère que 9 mois, c'est un temps minimum qu'il nous faut pour que nos usines puissent s'adapter. Et ce qu'on demande aussi, c'est de pouvoir discuter de ces normes de sécurité. Mais pourquoi c'est vous qui le demandez en premier? On pourrait penser quand même que Hyundai, qui est justement une marque et un constructeur qui est aux normes les plus avancées au niveau mondial, ne soit pas le plus gêné par ces nouvelles normes. Laissez dire peut-être des importateurs de marques, allez, on va dire chinoises, porter ce discours parce qu'elles seraient bien plus embêtées que vous. Oui, c'est sûr, mais non, mais ici, ça n'est pas une demande de Hyundai, c'est une demande de la C2A. Donc l'ensemble du secteur a demandé que les normes en matière de sécurité soient plus importantes, et c'est clair que ça va plus embêter, comme vous le dites, les marques chinoises que les marques européennes, coréennes et japonaises. Ceux-là vont avoir moins de difficultés à s'adapter. Maintenant, ce qui nous fait peur aussi, il y a non seulement la soudaineté d'application, donc le fait de ne pas nous laisser un temps d'adaptation suffisant, je parlais de 9 mois. L'autre élément, c'est qu'on ne doit pas non plus exagérer. On ne doit pas passer d'une situation où nous étions peut-être parmi les plus laxistes en termes de normes de sécurité à une situation où nous deviendrions les plus extrêmes, à un tel point que ça pourrait éventuellement nous pousser à avoir des voitures qui deviennent quasiment invendables parce que les coûts d'installation de ces différents éléments sécuritaires nous mettraient complètement au marché. Vous comprenez que si l'Algérie impose des choses, qu'elle est le seul pays au monde... Vous pensez à un équipement en particulier? Le SP sur une voiture d'entrée de gamme, sur une voiture d'entrée de gamme, ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas. Je prends un exemple qui nous touche très fort aussi, c'est par exemple le double airbag sur les voitures, ça me paraît normal, mais sur les camions de moins de 3,5 tonnes. Sur les camions de moins de 3,5 tonnes, l'obligation du double airbag, ça n'existe qu'en Algérie. Et donc les usines, Hyundai en l'occurrence, nous ont déjà dit, si vous faites ça, on sait le faire, mais ça va vous coûter beaucoup plus cher parce que qu'est-ce qui coûte cher dans la voiture? C'est le coût de recherche et de développement. Il est clair que si les coûts de recherche et de développement font qu'on doit produire spécifiquement des véhicules, des camions de moins de 3,5 tonnes avec double airbag exclusivement pour l'Algérie, ça va coûter beaucoup plus cher que si c'était pour 20 ou 30 ou 50 pays. Donc ça, ce sont des éléments, mais évidemment, en disant ça, si la volonté du gouvernement, c'est au travers de ces législations de faire diminuer le marché automobile, alors ils vont atteindre leur objectif, évidemment.
Mais je crois qu'il y a moyen de le faire alors de manière plus claire en disant passons à un contingentement et discutons-en avec les importateurs pour arriver à une situation, mais pas en le faisant à travers de normes qui sont On a inapplicables. compris que sur ce point-là, donc sur question des normes de sécurité, vous demandez de la concertation et un peu plus de temps. Plus de temps à la concertation. Moi, je voudrais vous faire préciser votre pensée sur la question de l'obligation d'investir. Vous nous dites que sur l'obligation d'investir, vous considérez que le texte existant n'est pas suffisamment clair. C'est-à-dire que vous ne savez pas comment l'appliquer. C'est-à-dire que pour le moment, on est dans une situation aussi. Je veux dire que la manière absolue de l'appliquer, c'est de négocier avec ces usines et de faire comme Renault l'a fait. C'est-à-dire ça, c'est la situation complète, c'est de dire, messieurs d'usine, venez installer une usine de montage en Algérie. Bon, Oui. Ça, c'est la solution qui est la plus radicale. Oui. Bon, d'un autre Ça, côté, c'est pas une solution envisageable de votre point de vue. mais si, de mon point de vue, moi, je ne demanderais pas mieux. Moi, je ne demanderais pas mieux, parce que c'est clair qu'à ce moment-là, j'aurais des véhicules qui pourraient bénéficier de crédit, j'aurais des véhicules qui pourraient attirer la sympathie, parce que ce serait un véhicule made in Algérie, et que je suis certain qu'il y a énormément de consommateurs qui seraient intéressés. Dans les appels d'offres, j'imagine qu'on donnerait une priorité aux véhicules qui sont produits en Algérie. Donc moi, évidemment, en tant que responsable de Hyundai Algérie, je suis évidemment intéressé par le fait que les usines investissent en Algérie. Mais le problème, c'est que les décisions d'investissement sont des décisions qui se prennent au niveau mondial. Et aujourd'hui, il y a quand même une certaine forme de récession au niveau mondial dans le secteur automobile. Et donc, ce n'est pas une décision que les usines vont prendre. Une de Hyundai en Afrique qui pourrait être concurrentielle avec une plateforme en Algérie. De mémoire, il y en a une en Égypte, Oui. au niveau des bus, je crois, ou des poids lourds. Il y en a une, pas en Afrique, mais il y en a une en Turquie, qui n'est pas très très loin non plus. Pour le reste, je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. En Turquie, c'est des voitures. En Turquie, c'est des voitures. Il y en a une en Tchéquie, une en Turquie, une en Égypte. Et je crois que ce sont celles qui sont les plus proches. Mais il y en a pas. Je ne crois pas qu'il y en ait en Afrique pour le moment. Sinon, les principales usines de Hyundai, elles sont où? Alors, elles sont en Corée, en Corée et alors en Inde, très très grosses. Et pour l'Algérie, la plateforme indienne est très importante puisque c'est là que sont produits les Accent et les i10 et les i20. Donc vous pouvez imaginer que ça représente un pourcentage qui est très très significatif de nos ventes. Et donc en Algérie, on n'est pas compétitif par rapport à l'Inde en matière de... C'est une question... Moi, je ne suis pas un spécialiste, je suis un spécialiste de la distribution, je ne suis pas un spécialiste de la production, mais j'imagine qu'un des problèmes de l'Algérie, c'est le tissu des sous-traitants. Parce que je viens de Belgique, et en Belgique, nous avons été pendant tout un temps des assembleurs de voitures, mais quand on est assembleur de voitures, il ne s'agit pas simplement de dire j'importe des pièces et je les assemble. Ça n'a aucune valeur ajoutée, le taux d'intégration est nul quand on fait ça. Simplement, c'est jouer au Lego, c'est d'importer des pièces et les monter en Algérie. Ce qui est important, à partir du moment où on veut être un réel assembleur de véhicules, c'est de pouvoir se reposer sur un tissu local qui produirait des volants, des sièges, des boîtes de vitesse, enfin toute une série d'éléments constitutifs de véhicules, mais qui seraient produits ici en Algérie. Et ça, malheureusement, l'initiative de Renault est une initiative tout à fait louable, mais il est clair qu'aujourd'hui, le taux d'intégration, je disais 17, 18, 20%, etc. Mais on parle de plastique, on parle de bâtiments, petites choses pour le moment. Il est clair qu'il faudra du temps. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais il faudra du temps pour que, autour de cette chaîne de production, il y ait toute une série d'usines qui puissent s'installer pour pouvoir nourrir cette chaîne de production avec des composants qui seraient produits localement. C'est ça le taux d'intégration. Alors, dans le secteur que vous connaissez bien, enfin, dans l'activité, le métier que vous connaissez bien, celui de la distribution, est-ce que vous pensez qu'il y a encore des places à prendre? On a noté, il y a à peine 48 heures, l'arrivée de quelqu'un qui pèse lourd dans le business en Algérie, M. Haddad, qui souhaite importer des véhicules. Vous pensez qu'il y a encore des places à prendre? Il y a des marques qui sont mal représentées en Algérie? Oui, je pense bien sûr qu'il y a des marques qui sont présentées. Je sais que je sens venir votre question suivante, c'est de me dire lesquelles, mais là, je ne vais pas aller tirer, parce que peut-être que nous pourrions être intéressés aussi par ces marques. Donc, je pense, en effet, quand je vois la distribution en Algérie, je pense qu'il y a en effet des marques qui sont soit mal représentées, soit des marques pour lesquelles il y a encore des représentations possibles, je pense, bien sûr, oui. Mais heureusement, c'est très bien. La réglementation en matière qui interdit les concessionnaires multimarques, etc., c'est une bonne chose pour vous? Moi, je pense que tout ce qui va dans le sens où on dit on ne veut plus avoir sur le marché algérien que des acteurs professionnels qui ne sont pas des opportunistes, qui surfent sur des vagues à court terme, je pense que c'est une bonne chose. Et je pense que quand on est un distributeur automobile sérieux, on doit importer des véhicules qui sont fiables, qui sont aux normes, qui sont conformes à des législations, et particulièrement sur les éléments sécuritaires. Il ne faut pas oublier la caractéristique de l'automobile. C'est quoi? C'est que c'est un produit qui peut mettre votre vie en danger, bien plus que n'importe quel autre produit. Donc on rigole pas avec ce genre de choses. Et donc il est fondamental de pouvoir faire ça au travers de gens qui sont des professionnels. Et des professionnels, ça veut dire qu'il faut non seulement pouvoir vendre les produits, mais qu'il faut être capable de les entretenir et de les réparer. Parce que vendre des voitures, n'importe qui est capable de le faire.
Il suffit simplement d'acheter à un certain prix et de revendre un peu plus cher. Mais ça, c'est une caractéristique du commerce en général et pas spécifique à l'automobile. La spécificité de l'automobile, c'est qu'il s'agit d'acheter et de vendre, oui, mais il s'agit surtout par la suite de pouvoir entretenir et réparer. Et ça, c'est un aspect qui est très très important et qui, en plus, en Europe, et je pense que ça va arriver ici aussi, en Europe, aux États-Unis et ailleurs, c'est souvent la partie après-vente est plus lucrative et rapporte plus que la vente. Donc tant que vous êtes dans un marché algérien, c'est-à-dire un marché où vous avez une demande qui est tellement importante, et on n'y est plus, on a vu qu'on était en train d'en sortir, il est clair que la rentabilité, puisque vous ne devez pas faire de remise, les gens demandent des disponibilités, vous pouvez prendre de la marge sur la vente de véhicules, mais dès que vous êtes dans un marché comme celui qui me paraît plus normal, où vous avez une production qui est plus importante que la demande, et vous devez faire de la remise, vous avez vos marges qui s'érodent sur le véhicule, sur la vente des véhicules, et à ce moment-là, normalement, l'activité qui devient la plus rentable, c'est l'activité après-vente. Parce que la pièce, c'est sur la pièce et sur le service que vous commencez à gagner de l'argent. Un autre point, et là j'ouvre de nouveau un boulevard, sur lequel vous pouvez gagner de l'argent, c'est également sur toute la problématique du financement. Parce qu'il est clair que l'Algérie est un marché qui n'est pas encore du tout mature aujourd'hui en termes de location long terme en matière de leasing. Et ça, ce sont des secteurs où, de nouveau, il y en a qui ont une certaine avance sur nous parce qu'ils ont importé des modèles qui existaient dans d'autres pays. Mais je pense que là, on a un boulevard qui va s'ouvrir aussi. Donc, vous avez des possibilités donc, de vous redéployer. Oui, de ce point de vue-là. Je ne veux pas vous poser la question sur les autres marques qui ne sont pas bien représentées, parce qu'il y en a peut-être une dans le groupe Cévital que j'aime beaucoup, qui est italienne, et à mon avis, elle n'est pas suffisamment bien visible sur le marché algérien, mais on ne va pas secouer ce type de problème ici. On parle de Hyundai, n'est-ce pas? Sauf si vous voulez en dire un mot. Écoutez, moi, il est clair que quand je suis quand même un spécialiste de la distribution automobile, et je connais bien les autres marques, et c'est vrai que je trouve que au niveau de Fiat, il y a certainement, du groupe Fiat, et surtout avec le fait que Fiat a racheté Chrysler maintenant, oui. Il y a évidemment un certain nombre de choses. Vous parliez tout à l'heure, à date, j'ai lu comme vous un certain nombre de rumeurs disant qu'il était possible que Chrysler soit présenté par eux sur le marché. Donc, moi, je lis beaucoup de choses, je vois beaucoup de choses. Je crois en effet qu'il y a des redéploiements et des opportunités aux gens qui sont un petit peu introduits. Alors, le marché automobile, véhicule tourisme, est en train de rentrer dans une forme de normes plus standard. Hein, vous nous l'avez longuement expliqué et on l'a bien compris. Est-ce qu'il y a encore une niche, une spécificité, un fonctionnement différent pour le marché du lourd? On dira un mot quand même aussi sur l'engin que vous représentez en Algérie pour Hyundai. Le marché du lourd, déjà. Alors, le marché du lourd, je dirais, bon, vous avez en fait trois marchés. Vous avez le marché de ce qu'on appelle le Mighty chez nous, qui sont les petites camionnettes. Vous avez le marché de HDT, le Heavy Duty Truck, qui sont plutôt les gros camions. Et vous avez le marché des bus. Donc ce sont trois marchés qui sont un petit peu différents. Alors, j'ai commencé par le marché du bus. Marché du bus, d'abord, ce qui est intéressant, c'est que les droits d'importation sont de 30% sur les bus. Donc, s'il faut faire une usine de production, c'est peut-être pas une mauvaise idée de le faire sur les bus, parce qu'à ce moment-là, vous économisez 30% de droits d'importation, alors qu'ils ne sont que de 5% sur les voitures. Donc ça, c'est une première remarque qui me dirait que... Ça risque pas de tomber? On est dans un pays où la législation change beaucoup. Alors, évidemment. Alors, il y a un autre élément qui joue, c'est que quand vous comparez le Maroc et l'Algérie, vous voyez que le nombre de bus qui sont vendus au Maroc est, je n'ose pas dire le chiffre, mais je suis certain que c'est plus que 10 fois plus important. Alors une des raisons est simplement liée au fait qu'on a plus besoin de bus dans des pays où le tourisme est une activité majeure. Donc il est clair que, mais là c'est de nouveau des considérations macroéconomiques, si l'Algérie, comme je le lis dans certains journaux, a des velléités de développer ses activités touristiques, il est clair qu'il y a là tout un potentiel de développement au niveau bus qui est gigantesque. Ce marché devrait pouvoir faire plus que x10. Donc ça, à bon entendeur salut, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Et avec en plus des produits qui aujourd'hui sont pénalisés de 30% en droit d'importation. Il y a déjà des assembleurs de bus en Algérie. D'autres marques sont assemblées. Bien sûr, ils ont compris. Je dis, c'est pas neuf, mais tout le monde a bien compris qu'il y a quelque chose. On a le sentiment un peu que vous déplorez que chez Hyundai, on ne soit pas plus réactif par rapport à cela. Ben, écoutez, oui, c'est clair que l'Europe est plus proche. Vous savez, je crois que l'Europe est plus proche de l'Algérie, et donc je pense qu'il y a des pays européens, et la France en particulier, et d'autres pays aussi, qui ont compris l'importance du marché algérien, peut-être plus rapidement que d'autres. Je pense que si les marques françaises sont où elles en sont aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont compris plus vite que le marché algérien n'était plus un petit marché, et qu'il est un gros marché au niveau voiture. Il n'est pas encore un gros marché au niveau bus, mais qui pourrait très bien devenir si demain il y avait un certain nombre d'éléments positifs qui pourraient déclencher. Commençons par le tourisme intérieur. Sur les deux petits autres segments. Alors les deux autres segments, vous avez le segment des heavy duty trucks, des gros camions, et vous avez le segment des Mighty. Les Mighty, on a compris, ça a été beaucoup porté ces dernières années par l'ANSEJ. Est-ce que vous redoutez que ça s'interrompe? C'est un marché qui, en 2000, bon, pour prendre quelques chiffres, c'est un marché qui en 2014 a diminué d'à peu près 20%. Alors là, nous avons souffert jusqu'au mois de septembre d'un manque de disponibilité. Donc on était là aussi, toujours dans ce fameux marché où la demande excédait l'offre.
Alors, il y a un autre élément important, c'est que la marque Isuzu a changé d'importateur et qu'il y a eu un problème de disponibilité, Isuzu étant le leader du marché. Donc ça veut dire que là, il y a eu un manque de disponibilité qui a aussi une incidence négative sur le marché. Alors je pense que ce marché pourrait, sur un plan purement économique, pourrait encore se développer, mais ce marché, il est très 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 fort tributaire des programmes d'investissement gouvernementaux, genre CNAC, ANSES, Gendy et autres. Le problème, c'est que là, si on continue à accorder des crédits basés sur des dossiers introduits par des chômeurs, des jeunes et des entrepreneurs, ce marché pourrait continuer à évoluer. Si par contre, le gouvernement devait décider, c'est ce que j'ai eu dans les journaux, moi je ne suis pas en première ligne là-dedans, mais j'ai eu dans les journaux, c'est que le gouvernement est en train de réfléchir à des mesures d'économie. Alors la mesure d'économie pourrait évidemment ne sera pas, j'imagine, drastiquement de dire je supprime ces programmes, mais le gouvernement pourrait dire je veux dire l'introduction de dossiers un peu plus difficiles. Et en rendant les dossiers un peu plus difficiles, ça veut dire que ça va avoir une incidence négative sur le marché. Alors, je ne suis pas sûr de ce que je dis. En tout cas, il faut être prêt. C'est déjà le cas, je pense. Je pense qu'on voit que le nombre de dossiers va être en diminution, et donc ça pourra avoir une incidence négative sur l'évolution de ce marché, qui est un marché quand même assez important. Alors, dans la même veine, un peu la réduction des investissements publics pourrait avoir une incidence sur la vente des engins ? Sur la vente des HDT et des engins. Ce sont des produits, ça c'est évident, voilà. C'est à voir. L'Algérie est un pays qui est en chantier permanent, il y a plein de projets un peu partout, donc ça c'est plutôt positif, ça c'est une très bonne chose, ça booste très fort les ventes. C'est clair que ces grands programmes d'investissement, moi j'ai vu aux dernières nouvelles dans les journaux, c'est qu'on ne va pas y toucher pour le moment. Mais on est dans une situation où, si on n'y touche pas, tant mieux. Si on a suffisamment d'amortisseurs pour pouvoir résister pendant encore, et ça semble être le cas, puisque l'Algérie semble avoir 3 ans de réserve pour faire face à la chute des prix pétroliers. Donc, on peut imaginer qu'ils ne vont pas tout de suite prendre des mesures, mais il est clair que si la situation devait perdurer, et qui est capable aujourd'hui, au niveau mondial, de vous dire ce qui va se passer avec le prix du pétrole? Il n'y a personne qui est capable de le dire. Les Saoudiens. Oui, les Saoudiens, c'est vrai. Oui, absolument. Enfin, il suffirait qu'ils suppriment 2 millions de barils de jour pour que les cours se redressent. Même Goldman Sachs le reconnaît. Mais en attendant, on parle plus du pétrole à $30 et c'est effectivement pas réjouissant. La problématique c'est une question qui s'adresse autant aux citoyens du monde que vous êtes qu'aux chefs d'entreprise. On parle d'une problématique d'économie d'énergie en Algérie en réduisant dans un premier temps, parlons pas de supprimer, les subventions faites au carburant. Vous voyez ça comment, vous, à la fois comme citoyen et comme chef d'entreprise, qui vend des automobiles? J'ai envie de dire qu'il faut être très prudent dans tout ça. C'est-à-dire qu'il faut pas privilégier le court terme. Le carburant est gratuit quand même en Algérie. Oui, voilà, ça c'est clair. Écoutez, pour moi européen, je peux vous dire que c'est formidable d'avoir un carburant à ce prix-là. C'est évidemment une chance extraordinaire que vous avez. Donc, ce qui m'a fort surpris, j'avoue quand même le dire, c'est quand je suis arrivé en Algérie, c'est d'apprendre que vous réimportiez du carburant. Ça, c'est quand même quelque chose qui m'étonne quand même très fort. Vous êtes un gros producteur. Alors que c'est vrai qu'il faudrait peut-être avoir des raffineries, avoir ce qu'il faut ici, que pour ne pas devoir l'exporter puis le réimporter après. Bon, c'est vrai que diminuer les aides... Moi, je sais pas, pour un gouvernement, c'est évident que s'il doit prendre des mesures d'économie, tous les gouvernements du monde essaient d'abord de prendre des mesures qui soient le moins impopulaires possible. Alors, quelles sont les mesures les moins impopulaires que le gouvernement algérien peut prendre pour faire un peu d'économie? C'est clair que toucher aux produits alimentaires, ça c'est très, 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 très sensible. Toucher aux produits pétroliers, c'est relativement sensible aussi. Maintenant, est-ce qu'ils vont toucher au programme d'aide, ANSES, Gendy et autres? Peut-être qu'ils ne vont pas y toucher globalement, mais ils vont un peu les restreindre. Et il y a peut-être d'autres voies aussi, peut-être diminution des frais de fonctionnement. Un mot sur votre contribution à cette volonté de faire des économies. Vous ne proposez pas dans votre gamme de l'hybride, hein? Hyundai, Non, on n'a pas d'hybride. Mais vous savez, le problème, c'est que pour vendre de l'hybride, parce qu'il y a toute cette problématique GPL aussi dont on n'a pas parlé, etc. Tout le problème qu'il y a, c'est que tout ça est très bien, pour autant que les infrastructures suivent. Parce que si vous ne savez pas aller faire le plein de GPL, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça va pas démarrer. Moi, j'ai vu en Europe l'engouement qu'il y avait pour les produits électriques de prime abord, mais le marché du véhicule électrique reste pour le moment à un niveau particulièrement bas parce que les infrastructures ne suivent pas, parce que finalement, quand on refait les calculs, on se rend compte que rouler à l'électrique n'est pas vraiment moins polluant que rouler à l'essence si on tient compte de tous les éléments qui permettent de produire ces véhicules. Donc, il faut faire attention de ne pas prendre des mesures qui sont des mesures trop court terme. Il faut vraiment réfléchir à la problématique dans son ensemble. Voilà, ça c'est ce que je veux dire. Il faut faire attention de ne pas être... Il faut essayer, à mon avis, dans la vie, toujours d'être proactif et pas réactif.
C'était d'anticiper par rapport aux choses. Ça, vous pouvez le dire, mais le gouvernement vous exige un quota en En GPL. En GPL. Mais là encore, ce quota en GPL, est-ce qu'il était au départ basé exclusivement, de nouveau, c'est pas clair, est-ce qu'il est basé exclusivement sur les importations de produits à essence? Parce que c'est ce qu'on dit, on dit qu'il est basé sur le produit exclusivement essence. Est-ce qu'il va y avoir est-ce que ces 10% de GPL, dont 20% doivent être importés, peuvent être importés, et minimum 80% doivent être assemblés en local? C'est ce que semble dire le cahier de charge. Est-ce qu'on va raisonner par segment, ou est-ce qu'on va raisonner sur l'ensemble de la gamme que vous importez en modèle à essence? Ce qui serait un peu étonnant, parce qu'à ce moment-là, on va dire, ben moi, nous importons des I10, est-ce qu'on va le mettre sur... Alors, on sait très bien que sur une I10, c'est totalement irréaliste il n'y a pas suffisamment d'espace pour le coffre. Mais est-ce qu'on va considérer que les grosso modo 10 000 I10 qu'on importe, il faudra... Si c'est pas sur les I10, mais ce sera sur d'autres, et à ce moment-là, on devra peut-être arriver sur les modèles où on sait le faire, parce que toute la production doit avoir GPL, parce qu'elle doit supporter les modèles qui ne savent pas en avoir. Il y a plein de questions qui se posent là-dessus. Je voudrais vous poser une question. La dernière ? Est-ce que vous... Oui, peut-être la dernière, alors justement. C'est peut-être une question un peu provocante. On parle souvent chez nous de lobby des importateurs. Il y a un lobby des importateurs d'automobiles en Algérie qui est capable d'influencer les décisions politiques, qui est capable de bloquer, par exemple, les décisions qui concernent le prix du carburant. Ça vous paraît un fantasme ou c'est quelque chose qui... Moi, je pense qu'il y a des lobbies. Dès qu'il y a des intérêts, il y a des lobbies. Voilà, ça je pense que c'est comme ça. Maintenant, le problème, c'est que... Quand on est belge, on est Bruxelles, on sait comment ça se passe. À Bruxelles, il n'y a plus de lobbyeurs que dans n'importe quel pays du monde, puisque les décisions politiques au niveau européen se prennent là-bas. Donc c'est clair qu'on sait ce que c'est les lobbyeurs. Bon, mais il est clair qu'il y a des lobbyeurs pour tout. Je le répète, dès qu'il y a un intérêt, il y a des lobbyeurs. Ça, c'était inévitable. Mais c'est quoi le lobby? C'est un rapport de force. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des gens qui, dans leur secteur, disent, nous, pour le bien de notre secteur, on pense qu'on devrait faire ça, ça ou ça. Maintenant, en face, vous avez des pouvoirs politiques. Alors, les pouvoirs politiques, c'est normalement eux qui doivent, tenant compte des lobbies, doivent pouvoir prendre un certain nombre de mesures. Alors, moi, je sais qu'il faut voir à quoi le gouvernement est sensible. En Europe, les gouvernements sont d'abord sensibles aux problématiques d'emploi. Quand vous arrivez en disant, moi, attention, si vous touchez à tel élément, vous allez avoir une incidence importante sur l'emploi, je peux vous dire qu'en général, les gouvernements font marche arrière et que le lobby fonctionne bien à ce moment-là. Vilvoorde a quand même été fermé. Voilà, Vilvoorde a été un bel exemple. Alors, il est clair qu'en Algérie, aujourd'hui, il semble qu'un élément important, c'est l'équilibrage de la balance des paiements. Ça semble être un élément avec le fait qu'on a peur que les recettes de matières premières diminuent. Donc, on doit absolument essayer de juguler les importations. À voir. Donc, ça veut dire que oui, je crois que toutes les mesures qui vont dans un sens où on peut... Il faut comprendre le gouvernement. Il faut accepter les principes de fonctionnement. C'est pour ça que j'ai dit très souvent en cours d'interview, je comprends le gouvernement. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est l'aider et l'accompagner pour que les mesures qu'il prenne n'aient pas l'effet inverse des mesures souhaitées. C'est pour ça qu'il faut faire les choses en réfléchissant bien et les faire de manière progressive pour ne pas tuer la poule aux œufs d'or. Parce que je répète, le secteur automobile, si on en tient compte, il faut faire une étude générale. Ce serait intéressant de faire une étude générale en disant quelles sont les recettes qui rentrent dans la poche de l'État et qui sont directement ou indirectement liées au secteur automobile, camion, engin et l'ensemble. Et je pense qu'à ce moment-là, on se rendrait compte que ça pèse relativement lourd et qu'à ce moment-là, ça devient un lobby terriblement important. Est-ce que vous êtes conscient que dans les recettes de l'État hors hydrocarbures, est-ce que vous êtes conscient que le secteur automobile, en termes de recettes pour l'État, pèse et ça pourrait être 30%, 30-40%, j'en sais rien. Absolument. Ce serait intéressant de faire une étude là-dessus. Et à partir du moment où on pourrait arriver en disant, écoutez, nous, secteur automobile, de manière directe et indirecte, nous pesons pour X% dans l'économie nationale hors hydrocarbures, on a une voix qu'il faut peut-être un peu écouter. Alors nous, notre objectif, c'est pas d'aller à l'encontre de vos orientations générales, parce que celles-là, elles sont bonnes et on y souscrit totalement, mais c'est de vous accompagner en essayant qu'on prenne des mesures qui soient le moins attentatoires à la santé et au bien-être de ce secteur. Monsieur Pierre Vérendil, merci beaucoup d'avoir été l'invité du direct ce mercredi matin. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance.